Bonjour, si vous pouviez assez rapidement vous terminer de vous installer pour qu'on puisse démarrer. Donc merci d'être venus si nombreux pour assister à cette conférence sur le thème faut-il baisser les dépenses publiques? Donc c'est un sujet qui est beaucoup dans la discussion, notamment parce que c'est la période de la discussion budgétaire en France, mais plus largement parce que la France est un des pays au monde, mais on va y revenir, qui a le plus de dépenses publiques aujourd'hui. Donc la question est, le gouvernement actuel, le président Emmanuel Macron, a prévu de faire baisser significativement ce niveau de dépenses au cours de son mandat. Donc on va se demander si c'est vraiment grave, docteur, d'avoir un niveau de dépenses publiques aussi élevé, si on peut, sans difficulté majeure, le faire baisser, si ça ne présente pas d'inconvénients particuliers. Donc toutes ces questions avec plusieurs intervenants, mais avant de vous les présenter, je voudrais tout d'abord vous présenter mes excuses, nos excuses, puisque, comme vous l'avez sans doute remarqué déjà, ce panel est entièrement masculin, ce qui est tout à fait contraire aux règles que nous nous sommes fixées au niveau des GECO, mais ça résulte du flux des réponses, non-réponses. Enfin, c'était pas du tout prévu comme ça au départ. Ça s'est trouvé comme ça à l'arrivée, et désolé, c'est de ma faute en plus personnellement, parce que j'ai réagi un peu tard quand je m'en suis rendu compte et c'était bouclé. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle vous n'aurez donc que des intervenants sur ce sujet. Mais je vais vous les présenter brièvement dans l'ordre où ils vont prendre la parole. Donc, c'est tout d'abord Boris Cournède, qui est chef adjoint de la division des finances publiques de l'OCDE, qui va intervenir. Donc, l'OCDE, c'est le club des pays riches qui a en particulier, qui fait un très gros travail statistique notamment, mais pas uniquement, et qui possède donc beaucoup d'informations depuis longtemps sur l'évolution notamment de ces dépenses publiques, et qui a aussi des préconisations dans ce domaine. Interviendra ensuite Olivier Vignat, qui est directeur des études économiques à la banque HSBC. Donc les banques ont évidemment aussi des avis sur ces questions, notamment sur la sécurité des dettes publiques qui résultent de tout ça. Ensuite interviendra Wojtek Kalinowski, qui est co-directeur de l'Institut Veblen pour les réformes économiques, mais qui vient surtout, enfin c'est pas à ce titre principalement qu'il est là, qui vient surtout de produire un petit bouquin qui s'appelle « Le modèle suédois et si la social-démocratie n'était pas morte » aux éditions Charles-Léopold Meyer. La Suède est un cas d'école très souvent utilisé, enfin très souvent, auquel on fait très souvent appel dans ce débat, dans la mesure où il y a eu une forte baisse des dépenses publiques dans les années 90 dans ce pays. Ensuite interviendra Étienne Blanc, qui est le premier vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc présidé par Laurent Wauquiez. Il est en charge des finances et il défend tant au niveau de la région que de la France une politique de baisse des dépenses publiques, mais il s'en expliquera. Et enfin, Jean Pisani-Ferry, qui est professeur à la Hertie School of Governance à Berlin, mais aussi professeur associé à Sciences Po. Et on dit souvent qu'il est un des inspirateurs principaux du programme économique d'Emmanuel Macron, même si il le dément aussi souvent. Donc, Boris Cournède, qu'est-ce que l'OCDE observe au niveau donc mondial sur ces questions? Est-ce que c'est grave que la France ait un niveau de dépenses publiques aussi important? Est-ce qu'il y a des modèles à suivre sur ces questions-là d'après ce que vous voyez? Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Je suis très heureux de participer aux Journées de l'économie à Lyon et sur un thème qui est important dans beaucoup de pays de l'OCDE, mais
spécialement en France. En effet, je pense que même si la statistique est très connue, il convient de commencer par là. La France a la tête des pays où la dépense publique pèse le plus lourd. Elle occupe 57% du produit intérieur brut, ce qui est un niveau considérable, le plus élevé des pays développés et de l'ensemble des pays. Non seulement très élevé, mais aussi, il y a des différences entre les pays. Même parmi les pays développés, dans les pays en développement en général, la sphère publique est plus étroite. Même au sein des pays développés, la variation est très importante et la moyenne se situe à 41%. Donc 57%, c'est vraiment un point remarquable et qui est aussi caractérisé par une augmentation qui a été rapide, puisque nous nous trouvions en 2007, donc il n'y a pas si longtemps, à 52%. Alors, est-ce que c'est en soi un problème? Bon, il y a des missions que les administrations publiques sont mieux à même de réaliser que le secteur privé lorsqu'il s'agit de produire des biens publics, d'une manière générale, ce qui concrètement veut dire en particulier, on prend l'exemple le plus concret des routes, d'autres infrastructures publiques, des biens publics aussi, d'éducation, de recherche fondamentale. Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de ces biens publics plutôt? Alors justement, c'est là, je vais y venir, c'est que justement il y a un peu, on a une tension en France entre ça, c'est-à-dire qu'on a une sphère publique très développée, mais finalement pas toujours très présente dans la production de biens publics. Alors avant d'arriver là, on peut regarder, est-ce qu'on a systématiquement un effet négatif de l'accroissement de la sphère publique sur la croissance? Alors la première réponse, qui est un peu hors cadre de l'OCDE, mais importante à l'échelle du monde, c'est qu'on a le contraire dans les pays les plus pauvres. Quand les pays les plus pauvres étendent leur système de santé, leur système éducatif, leurs infrastructures fondamentales, c'est vraiment un gain pour la croissance et ça requiert plus d'administration publique, plus de taxes. D'ailleurs, faire un peu de remarque à propos de nos collègues du FMI ont publié une étude très intéressante à ce sujet récemment. Lorsqu'on se trouve à un niveau élevé, ce qu'on observe, c'est qu'on rentre dans des domaines où l'État est de plus en plus présent dans des activités qui peuvent aussi être exercées commercialement pour que l'impact de l'État, compte tenu du fait qu'il finance par la taxe, que les taxes entraînent des distorsions, pour que son effet soit positif, il faut qu'il soit efficace. Et en effet, on a fait toute une série d'études économétriques pour lesquelles j'espère qu'on peut, je mettrai très volontiers les résultats à disposition. On a une covariation de l'impact des dépenses publiques sur l'activité économique en fonction de l'efficacité. Il y a un très bon indicateur de notre point de vue qui est produit par la Banque mondiale, donc nous sommes contents aussi d'utiliser un indicateur qui n'est pas produit par nous-mêmes, ce qui nous donne, permet on le prend tel quel, on ne le manipule pas nous-mêmes, et quand on le regarde, on observe que la France se trouve à un niveau d'efficacité perçu par les usagers des administrations publiques, un niveau d'efficacité qui est assez faible, qui est dans la moyenne, disons, des pays de l'OCDE, ce qui, conjugué au fait d'avoir les dépenses les plus élevées, signifie que l'impact est négatif. On peut se permettre des dépenses élevées si on est très efficace, et là, les exemples, c'est très simple, ce sont les pays nordiques, qui combinent grande taille du secteur public et efficacité, ce qui fait que chez eux, la dépense publique ne pèse pas sur la croissance comme elle le fait chez nous. Et on a en même temps des combinaisons qui peuvent poser, des problèmes plus importants lorsque la dépense publique est très élevée et l'efficacité particulièrement faible. Là, c'est ce qu'on observe dans un certain nombre de pays d'Europe du Sud. Donc, la France se situe à peu près dans la moyenne en termes d'efficacité, mais mal située pour ce qui est du niveau des dépenses, ce qui fait qu'au total,
résultat est négatif. Alors si on a une réduction d'ensemble, on peut espérer des effets sur la croissance, mais ce sont des politiques difficiles à mener parce que les effets prennent très longtemps à se réaliser. Et si on regarde par exemple, pour prendre un chiffre qui fait objet d'attention en France, aujourd'hui une réduction de 3 points de PIB de ce ratio de 57, si on le ramenait à 54, on peut espérer 2% d'activité économique en plus, mais il faut à peu près 20 ans pour les voir se matérialiser si on se fonde sur les vitesses de réaction qu'on a observées dans les autres pays. Donc on peut comprendre les difficultés politiques. Pour en venir à l'efficacité, un problème, qu'est-ce qui se cache derrière cette relative faible efficacité telle qu'elle est observée en France? C'est que bien que la sphère publique soit très large, on a des domaines clés de son intervention où finalement elle produit assez peu. Un exemple central, c'est l'investissement public qui... en France, se situe à peine dans la moyenne des pays de l'OCDE, ce qui est difficile à excuser quand on a les dépenses publiques les plus larges. Et cela, c'est particulièrement onéreux parce que l'investissement public c'est pas seulement un outil de rebond à court terme quand on a des difficultés cycliques, mais c'est aussi un instrument... Il faudrait qu'on coule plus de béton en France, c'est votre priorité? Oui, on a de la place on a d'abord besoin d'entretenir convenablement nos infrastructures. Quand on regarde le stock de capital public, on a fait ça en France, il est à peu près de l'ordre de 50% du PIB, quand on regarde le capital productif public. Ça se situe dans la zone, on peut monter sans problème jusqu'à 60, à condition de ne pas construire n'importe quoi bien sûr, mais jusqu'à 60-65%, et on reste dans la zone où le capital public reste productif. Après, quand on va au-delà, les effets deviennent plus incertains, et puis quand on atteint les niveaux qui sont ceux du Japon, en particulier 90% du PIB, là on est à peu près sûr d'être dans la zone où en effet on coule du béton à des endroits où il ne va pas produire grand-chose. On veut citer un autre exemple aussi, plus limité, disons, pour les impacts sur la croissance, mais qui a son importance aussi. Malgré l'ampleur générale de la dépense publique, la France, par exemple, dépense particulièrement peu pour ses tribunaux, seulement 0,23% du PIB contre 0,3% en moyenne dans les pays développés. Donc c'est un petit peu un problème où on a un État très grand, mais qui investit peu dans ses missions. Et on dépense beaucoup pour la santé publique, mais quand on voit l'exemple des États-Unis où les dépenses publiques sont beaucoup plus faibles, mais les dépenses globales de santé sont beaucoup plus importantes, on n'est pas très tenté d'aller dans ce sens-là. Oui, absolument. D'ailleurs, si on veut, je citais le chiffre de 50%, si on veut faire des comparaisons vraiment efficaces, on est plus à même de les faire si on sort des dépenses comme la santé, même les retraites, on peut. Mais même quand on fait, disons, la France se situe à un niveau où même quand on fait ce genre de comparaison à périmètre égal, on a une sphère publique qui reste plus large. Effectivement, dans le domaine de la santé, oui, on voit qu'on a une politique de maîtrise des coûts qui est possible dans un système public et qui se révèle, en France, efficace. C'est plutôt le bon exemple. Un mauvais exemple en France serait plutôt le système éducatif où la dépense est à peu près la dépense est au-dessus de la moyenne et les performances à peine dans la moyenne. Où, donc là, on a des gains d'efficacité qui peuvent être réalisés. D'accord. Vous avez un mot de conclusion, non? Ouais. Donc en conclusion, on a finalement un choix une combinaison possible. Il n'est pas seulement une question de taille du secteur, il y a avant tout une question d'affectation des dépenses et de ciblage, et donc d'amélioration de la structure, d'orienter davantage les dépenses vers les endroits où elles sont les plus productives, comme infrastructure, recherche fondamentale, éducation, et à l'intérieur de chacun des domaines, améliorer l'efficacité des services publics tels qu'ils sont délivrés et le meilleur juge in fine, ce sont les évaluations que nos concitoyens en font et qui pour l'instant sont, je le disais, dans
un peu au-dessus de la moyenne de l'OCDE, ce qui est peu satisfaisant pour le niveau de dépenses qui est le plus élevé. Ok, donc des dépenses élevées, c'est pas forcément un problème en soi, mais quand elles sont pas très efficaces, comme c'est le cas en France, ça devient problématique. Olivier Vignat, donc vous vouliez aussi vous situer le cas français dans le contexte européen. Vous avez quelques images à nous montrer à ce sujet. Oui, bonjour à tous, merci de votre invitation. Alors, j'ai effectivement préparé quelques slides, si on arrive à les montrer. Voilà. J'aimerais... Alors, Wojtek Kalinowski, donc on a déjà beaucoup évoqué les pays scandinaves comme référence dans ce débat, mais il y a en particulier un pays scandinave qui revient très souvent, c'est la Suède, qui, à la suite d'une crise importante au début des années 90, a eu une politique de baisse assez drastique de ses dépenses publiques et qui, nous dit-on, ne s'en est pas porté plus mal, au contraire. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, comme dit Guillaume, je me suis plongé dans l'histoire et l'actualité du modèle suédois parce que c'est un modèle dont on parle souvent, enfin régulièrement en tout cas en France. Je précise que Wojtek a vécu assez longtemps en Suède. Oui, contrairement à mon nom très polonais, j'ai des attaches familiales suédoises. Et c'est vrai que c'est pas la première fois. Alors tout récemment, dans la campagne présidentielle, le modèle suédois a été évoqué par le candidat Macron, ensuite par le président Macron, et par certains de ses conseillers aussi. Mais si on remonte à 2000, il y a 10 ans, Ségolène Royal faisait pareil en prenant d'autres exemples. Donc tous les 10 ans à peu près, on retrouve un débat sur le modèle suédois comme une source d'inspiration pour la France, l'Europe continentale, etc. Donc j'ai voulu réactualiser un peu cette vision du modèle, parce que c'est vrai que dans l'histoire longue de l'Europe occidentale, c'est quand même l'emblème de l'investissement social. Le modèle social, le modèle suédois, c'est essentiellement un dialogue social qui marche, surtout au niveau des branches, une politique d'investissement social, donc à la fois une production des services sociaux qui sont très largement démarchandisés, et un système d'assurance sociale qui a été historiquement très très généreux et très coûteux. Et effectivement, si on prend ces troisième piliers, donc les assurances sociales, la protection sociale, on voit bien que la Suède a réalisé des coupes, disons sombres, voire claires parfois, dans les années 90. La dépense publique a été historiquement construite à un niveau exceptionnellement élevé. C'était 67%, 69% dans les années 70-80. Et dans les années 90, elle a été ramenée à 50% à peu près, où elle se maintient jusqu'à nos jours. Et comme je viens de le dire, ça a été essentiellement dû à des réductions dans le système d'assurance sociale. Donc la production des services sociaux n'a pas été affectée, c'est très important à le dire, puisqu'on parle de la... Il y a toujours beaucoup plus d'emplois publics dans les pays scandinaves qu'en France. Absolument. Et on a parlé de l'efficacité de la dépense publique, mais alors creusons ces termes un peu plus loin, l'efficacité par rapport à quoi exactement? Donc dans le cas suédois, en tout cas dans le long terme, on peut mesurer cette efficacité par rapport à la mobilité sociale, par exemple. Ça veut dire par rapport au poids de l'héritage dans le parcours des gens. Plus ce poids est écrasant, moins l'État social fait son job. Donc tout le parcours du modèle suédois au XXe siècle, ça a été de réduire les inégalités et d'augmenter la mobilité sociale. Et les pays scandinaves remontent encore aujourd'hui, comme dans toutes les statistiques, sur des mobilités sociales, comme un groupe de pays particulièrement, où la mobilité sociale est plus élevée que l'Europe continentale, et encore plus évidemment qu'aux États-Unis. Mais des gens comme Aguillon vous diraient que la baisse des dépenses publiques n'a pas eu d'effet là-dessus? Alors, je vous répondrai que c'est trop tôt pour le dire, puisque pour mesurer vraiment la mobilité sociale, il faut comparer plusieurs générations. Donc, en gros, la Suède telle qu'on connaît aujourd'hui, un pays relativement égalitaire, dynamique, avec un marché très dynamique, c'est le résultat des décennies d'investissement dans le social.
dans les années 70, 80 et 90. On va voir ce que les réformes des années 90 vont produire dans les statistiques futures. Mais je reviens à la dépense publique. Donc une coupe très nette des 67 à 50%, essentiellement dans les transferts sociaux, la baisse des taux de remplacement, des retraites, tu veux dire. Une série de méthodes techniques pour baisser les remplacements, les taux de remplacement effectifs, mais aussi nominaux, dans toutes les assurances sociales, plus la réforme des retraites, évidemment, qui est calibrée pour s'auto-équilibrer budgétairement, automatiquement. Tout ça, ça a fait que l'essentiel du modèle a été quand même préservé. Néanmoins, dans le domaine de la protection sociale, des assurances sociales, il y a des fissures énormes. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a une troisième phase, pour ainsi dire, une troisième étape dans l'histoire du modèle qui commence. En gros, la première phase, c'était la construction de modèles les années 60, 70, 80. Ensuite, il y avait, disons, 25 ans de correction libérale. Et depuis 2015, on voit très bien que la dépense publique augmente, l'impôt augmente. Les sociodémocrates qui sont revenus au pouvoir après 8 ans dans l'opposition, dans l'histoire suédoise, c'est quand même le Parti social-démocrate qui a essentiellement, pour l'essentiel, construit le modèle. Enfin, c'est lui aussi qui a baissé les dépenses publiques, non? Ah, c'est vrai, mais si vous voulez, c'est comme ça que la Suède a ramené la dette publique des 75% à 30% aujourd'hui. Ça veut dire toute cette correction venait quand même après une crise économique extrêmement profonde au début des années 90. Et les coupes budgétaires dans un État qui était quand même très généreux à la base ont permis d'équilibrer les finances publiques et ont créé des marges de manœuvre qui sont très très importantes. Concrètement, dans le compte de l'État, presque chaque année, la protection sociale a été excédentaire. Et ces excédents ont été utilisés essentiellement pour rembourser la dette. Mais évidemment, par ailleurs, l'emploi est réparti, donc le compte se sont équilibrés aussi pour des raisons économiques. Il y a une dimension monétaire aussi derrière. En tout cas, je termine par là. On sent bien que cette correction libérale des années 90 est poursuivie ensuite par la droite dans les années 2000. La tendance semble s'inverser. La légitimité de la dépense publique est très forte dans la population. Donc concrètement, quand vous demandez aux gens est-ce que vous êtes prêts à payer plus d'impôts, ils vont vous dire oui, à 75%. La légitimité d'un État social qui est très vaste, qui finance collectivement des tas de services sociaux qui sont complètement démarchandisés. Même aujourd'hui, ils sont ouverts à la pluralité des opérateurs, lucratifs, coopératifs, associatifs, régie publique, tout ce que vous voulez, mais le financement reste collectif. Donc une crèche publique, une crèche privée ne peut pas exiger plus d'argent, plus des frais des parents que les éventuels frais d'une crèche publique. Pareil pour l'école, etc. Donc le tronc de ce modèle, la production des services de qualité est financé complètement par l'impôt, ou presque complètement par l'impôt, a été quand même préservé. Et j'ai fini par un détail. La baisse dans le système d'assurance sociale a essentiellement creusé l'écart entre les revenus des actifs et des autres. Pour la plupart d'actifs des gens qui sont sur le marché du travail, ces baisses ont été compensées par des assurances complémentaires insérées directement dans les conventions collectives. Donc ça sort de la dépense publique, mais les entreprises continuent quand même de payer, de cotiser dans un système d'assurance collective négocié par les partenaires sociaux. Donc toute cette opération de baisse de la dépense publique s'est opérée sans
fait éclater le marché du travail suédois sans créer des secteurs avec des jobs à bas coût, etc. Et donc cette homogénéité et cette cohésion du marché du travail est une grande qualité pour le modèle suédois, pour sa capacité de rebondir. D'accord. Donc un modèle suédois qui a beaucoup changé avec une baisse très forte des dépenses publiques. C'est encore un peu tôt pour mesurer tous les effets à long terme, en particulier en termes de mobilité sociale. Je crois qu'on peut dire quand même que sur le plan scolaire, par exemple, les performances du système scolaire suédois ont beaucoup baissé aussi, il me semble. Mais on observe plutôt une inversion de tendance sur la période récente, c'est-à-dire une hausse à nouveau des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires. Alors, Étienne Blanc, donc, vous avez défendu et mis en œuvre au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes une politique de baisse des dépenses publiques significative. Donc, les budgets des régions ne sont pas les plus importants dans le pays, mais quand même, c'est 3,2 milliards pour votre région. Et donc, vous en êtes à 200 millions, enfin, vous en serez à 200 millions à la fin de l'année, je crois. Et donc, vous voulez nous dire comment vous avez fait et pourquoi c'est possible, et peut-être aussi pourquoi ce serait possible au niveau de l'ensemble du pays. Oui, effectivement, le thème de l'atelier qui nous réunit aujourd'hui a longtemps été abordé en France et l'est encore aujourd'hui de manière très très dogmatique. Pour simplifier les choses, il y a les libéraux qui veulent de la diminution de dépenses publiques, et puis il y a la gauche qui veut plutôt une augmentation de la dépense publique. Mais quand on regarde l'histoire de la Ve République, cette dichotomie, elle n'a pas de sens, parce que c'est souvent la droite qui augmente le plus la dépense publique et qui augmente le plus les impôts par rapport à la gauche. Elle l'explique et elle le dit. En 2008, par exemple, il y a une crise économique majeure, il faut répondre, donc on augmente la dépense publique. Mais c'est assez frappant. Ce clivage droite-gauche, il n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Et il n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui parce que, d'abord, les Françaises et les Français se posent une question. Est-ce que nous payons beaucoup d'impôts, mais nous constatons deux choses. La première, c'est que les grands services régaliens sont contestés par les Français. Est-ce que notre système éducatif est aujourd'hui à la hauteur de ce que nous payons comme impôts en France? Lorsque le général de Villiers démissionne et qu'il dit attention, il y a un problème sur la sécurité nationale et internationale, enfin, il envoie quand même un cri d'alerte. Et il l'envoie dans un pays où on paye beaucoup d'impôts. Quand on regarde la situation de la SNCF, un endettement massif, 60% du réseau français est en difficulté sur le plan technique. Et ça, les Français le ressentent de plus en plus. Ils le ressentent quand ils accèdent à la justice. On a des délais de jugement qui sont parmi les plus longs d'Europe. Et on a un taux d'exécution des peines qui est parmi les plus faibles d'Europe. Et puis la deuxième chose qui étonne les Français, c'est que si on paye beaucoup d'impôts et si on a beaucoup de prélèvements obligatoires, on devrait avoir une dette relativement faible, parce qu'on devrait plus s'autofinancer que d'emprunter, et on a une des dettes les plus élevées d'Europe. Donc c'est dans ce contexte-là que se pose cette question. Pour être clair dans mon propos, ça n'est plus une question politique, et à mon avis, ça n'est plus un sujet clivant entre la droite et la gauche. C'est un problème qui réunit ces deux familles traditionnelles de la vie politique française. Et deuxièmement, on tient ces réflexions à une époque où les Françaises et les Français commencent à comprendre, ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, qu'une dépense publique élevée, ce n'est pas un gage de réussite de nos services publics. Alors, je voudrais parler, vous me l'y avez invité, parler de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La région Auvergne-Rhône-Alpes, quand on est élu en janvier 2016, c'est un budget de 3,2 milliards. Aujourd'hui, il est de 4 milliards parce que nous avons reçu la compétence transport des départements et la compétence économie pour 65 millions dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Grosso modo, aujourd'hui, il est de 4 milliards. Il faut y ajouter la gestion de 500 millions de fonds européens. Mais on prend les 3,2 milliards de 2015. Et nous nous sommes dit, notre objectif, c'est de redonner à notre région des moyens d'intervention. La région doit être la collectivité qui investit. Il y a un sujet lourd de transport, un sujet lourd de culture. On va aller sur l'investissement plus que nous allons aller sur le fonctionnement. Ça veut dire
qu'il faut que nous restructurions notre budget, diminuer les dépenses de fonctionnement pour pouvoir aller sur l'investissement. On s'est fixé le seuil de 300 millions d'euros sur une mandature. Est-ce que cette distinction entre investissement et fonctionnement a vraiment du sens pour l'action publique? L'investissement aujourd'hui, il est essentiellement immatériel dans nos pays. Bien sûr, mais dans le budget, et techniquement, quand on regarde un budget, il a beaucoup de sens. Et le budget, on doit équilibrer notre fonctionnement, on peut faire de l'investissement par la dette. C'est ça la question. Mais souvent j'entends dire les collectivités, elles se comportent mal, il faut leur mettre une règle d'or. Mais la règle d'or, elle est là. On n'a pas le droit de faire du déficit de fonctionnement en droit financier français. Donc comment est-ce que nous nous y sommes pris pour parvenir à ces 300 millions? Et le sens de mon propos, ça sera ça. Il faut avoir du courage pour ça. C'est-à-dire, en politique, la tentation, c'est souvent de dire oui. Chaque fois que vous dites non, vous perdez des électeurs, vous vous mettez en difficulté avec vos interlocuteurs. Donc il faut avoir le courage de dire non. Je voudrais citer 3 exemples. Il me semble que oui, les associations environnementales de la région ont souvent eu bien sûr des réponses négatives ces derniers temps. Il y a une discussion, bien sûr, parce que c'est du fonctionnement. Et que par exemple, pour défendre la biodiversité, est-ce qu'il faut développer des structures associatives ou publiques? Est-ce qu'il faut développer une masse salariale? Ou est-ce qu'il ne faut pas se dire, pour défendre la biodiversité, il faut faire des acquisitions d'espaces où il y a un problème de biodiversité et investir sur ces espaces plutôt que de dépenser en fonctionnement? C'est le choix stratégique que nous avons fait. Alors, au bout de 2 ans d'exercice budgétaire, nous avons fait 200 millions d'économies, c'est-à-dire nous avons fait les 2 tiers du chemin que nous nous étions proposés de faire. Et comment est-ce que nous y sommes pris? Il faut aller partout. On a supprimé, grosso modo, 50% du parc automobile. Et on a diminué les indemnités des élus de 10%. On est passé de 23 directeurs généraux adjoints à 5. On est passé de 67 directeurs de service à 22. Et puis, on est allé partout et on a diminué partout nos dépenses de fonctionnement. D'ailleurs, Standard & Poor's nous reconnaît cette qualité, c'est que désormais, on a une solvabilité et notre capacité de remboursement de la dette s'est considérablement améliorée. Alors la question qui se pose est toute simple. Est-ce que l'État peut faire la même chose? Moi, je viens de lire avec beaucoup d'attention la loi de finances pour 2018. Très clairement, sur le budget de l'État lui-même, il n'y a pas de diminution structurelle de la dépense publique. Voire même, il y a des augmentations sensibles. Moi, quand on écoute les différents ministres, le ministre de l'Intérieur dit qu'il va y avoir des crédits supplémentaires, le ministre de la Culture des crédits supplémentaires, le ministre de l'Environnement des crédits supplémentaires. Donc, évidemment, il va y avoir une augmentation de la dépense publique. Et le déficit budgétaire sera encore de l'ordre de 3% cette année. Voilà. Je pense que la question aujourd'hui, elle devrait se régler de 2 manières. Et donc vous pensez qu'il ne faudrait pas avoir plus de policiers ou de gens comme ça en France? La question, c'est pas ça, c'est de savoir ce que l'on veut. Et quand on met plus quelque part, il faut savoir où on met moins. C'est ça la vraie question. Et il y a 2 sujets qui me paraissent très très importants. Le premier, c'est celui des indicateurs et des évaluations des politiques publiques. Nous avons eu une modification du règlement de l'Assemblée nationale. Et le règlement a été modifié, je crois que c'était sous la mandature de Jacques Chirac. Et à cette occasion, pour la première fois, on a imposé au gouvernement et aux parlementaires des études d'impact dans nos textes. Alors c'est bien de faire une étude d'impact, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est important, c'est de placer des critères d'évaluation et ensuite d'évaluer les politiques publiques, des indicateurs, et ensuite d'évaluer les politiques publiques. Et côté État, on a une véritable difficulté sur ce sujet-là. Est-ce que nos politiques publiques sont bien évaluées? Je ne crois pas. Il y a là des marges de manœuvre qui sont des marges de manœuvre absolument considérables. Je dois le dire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y aura pas à la fin de cette mandature une seule politique publique qui n'aura pas été placée sous le signe d'indicateurs précis et qui n'aura pas fait l'objet d'une évaluation. On le fera d'ailleurs avec le Conseil économique et social et environnemental. Puis la deuxième chose, je crois, si on devait conseiller le gouvernement, je crois qu'il est plus facile de faire des économies budgétaires au niveau local qu'il ne l'est au niveau national. Et je crois qu'il s'en est aperçu, il me semble. Eh bien, il faut qu'il décentralise plus. Il faut qu'il décentralise plus, parce que nous pensons qu'au niveau régional, on gère mieux les fonds publics que ne gère l'État.
Nous pensons que, quand on regarde la dépense publique des collectivités territoriales, elle est mieux utilisée, et c'est le vrai sujet, que ne l'est l'argent public au niveau national. D'accord. Donc c'est plus vraiment un sujet droite-gauche. Je pense qu'il y a, il y a un consensus sur ce qu'il faudrait faire. En tout cas, c'est ce que Étienne Blanc pense. Et d'autre part, on peut réduire cette dépense, en particulier au niveau, si on la gère bien, au niveau local. Et donc, il faudrait plutôt aller plus loin dans la décentralisation si on veut pouvoir aller dans ce sens-là. Alors, Jean Pisani-Ferry, donc on est parti pour une baisse significative des dépenses publiques au cours de ce mandat. C'est une politique, je crois, que vous avez défendue, mais en même temps, je pense que on est conscient, des difficultés que ça peut poser, et du coup, vous avez chargé de faire des propositions d'investissement pour contrecarrer en quelque sorte les effets négatifs que pourrait avoir cette baisse des dépenses publiques, ou c'était une autre approche? Oui, je vais répondre à la question, mais d'abord je vais revenir sur ce que vient de dire Étienne Blanc, pour marquer un point d'accord et un point de désaccord. Le point d'accord, c'est sur l'évaluation. Je pense que c'est tout à fait essentiel d'évaluer l'action publique, et nous sommes, par rapport à la Suède typiquement, extrêmement en retard là-dessus. Le Parlement s'intéresse très peu, traditionnellement, à l'évaluation de la dépense publique. Il passe beaucoup de temps à voter les dépenses et très peu de temps à examiner les résultats. Et ça ne va pas, parce que si on veut avoir une dépense publique efficace, il faut qu'un ministre considère qu'il est comptable de la qualité de la dépense qu'il effectue, des objectifs qui lui ont été fixés et qu'il doit atteindre, et non pas simplement du volume de ressources qu'il peut mobiliser. Or, aujourd'hui, le marché politique est organisé de telle sorte que le grand critère, et ce sur quoi le Parlement passe beaucoup de temps en ce moment, avec la discussion du budget, c'est voter la dépense. Donc il faut là-dessus changer. Le point de désaccord, c'est ce qui vient d'être dit sur la dépense publique au niveau des collectivités territoriales et au niveau de l'État. Alors, je crois que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la dépense publique qui a beaucoup augmenté en France, c'est d'une part la dépense sociale et d'autre part la dépense des collectivités territoriales. Contrairement à l'image qu'on a un peu facilement, la dépense de l'État a été très contenue. Alors, il y a des bonnes raisons à ça, bien sûr. Il y a la décentralisation, mais même une fois qu'on corrige des effets de la décentralisation, on a eu une inflation de la dépense et de l'emploi public dans les collectivités territoriales, alors que dans le même temps, on avait des efforts importants du côté de l'État pour réduire la dépense publique. Donc cette image consistant à dire c'est l'État qui est gros et les collectivités territoriales qui sont économes et puis après tout c'est de la bonne dépense parce qu'elle est proche de vous, c'est pas tout à fait le cas. Et notamment la multiplication des niveaux de coordination entre collectivités territoriales a produit une inflation de la dépense et des effectifs assez importante. Maintenant, sur le débat que nous avons, je crois que sur la question du partage entre, premier point que tout le monde a repris, c'est la question du partage entre la sphère publique et la sphère privée, ou entre la sphère non marchande et la sphère marchande. Et on est tous, je crois, d'accord pour dire qu'on a fait des choix sociaux en France que, au fond, on ne remet pas fondamentalement en cause en matière de santé, en matière de retraite, en matière d'éducation, etc. Bon, je dirais simplement que aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que sur certains points, on voudrait les faire évoluer et qu'on n'a plus la capacité de les faire évoluer. Je prends un exemple. Le risque de dépendance, c'est un risque qu'on laisse à la charge des familles aujourd'hui. Alors que c'est un risque très difficile à assurer et pour lequel on pourrait dire l'État devrait, la collectivité devrait assurer ce risque-là. En revanche, le risque de vivre 5 ans après le moment où on a liquidé sa retraite, qui est un risque certain, on pourrait dire que celui-là, on pourrait plus le transférer à la charge de l'épargne individuelle
dans des cadres de dispositifs organisés, en échange de dire, eh bien, on couvre beaucoup mieux le risque de dépendance parce que celui-là est catastrophique et celui-là a des conséquences, c'est très difficile pour les familles. Mais ce genre de choix, on a beaucoup de mal à le faire bouger. Donc on a une forme d'héritage de notre structure de dépenses qui est là. Bon, ça c'était sur les questions du partage. Ensuite, il y a la question de l'efficacité. Sur la question de l'efficacité, je crois que vous en avez parlé les uns et les autres. Il y a l'indicateur sur la rigidité de la dépense, il y a les indicateurs, les mesures de l'OCDE, etc. Je vais prendre un exemple concret. Aujourd'hui, les collèges, hein, c'est une étude de France Stratégie qui vient de regarder ça, en regardant quels sont les collèges qui sont bien dotés et quels sont les collèges qui sont mal dotés en effectifs d'enseignants. Hein. Les effectifs d'enseignants, ça va de 9 enseignants pour 100 élèves dans certains collèges jusqu'à 13 dans d'autres. Bon. Il y a des raisons pour lesquelles certains collèges doivent être mieux dotés. Par exemple, en zone rurale, pour des raisons de taille. Ou bien dans des quartiers dans lesquels il y a beaucoup d'élèves défavorisés, dans lesquels il faut avoir un encadrement plus important. Mais en fait, quand on regarde ce qui explique la dispersion de la taille, du ratio enseignants sur élèves par collège, ces deux facteurs expliquent une petite part. Hein. Et la moitié des collèges défavorisés ne sont pas dans ceux qui ont le plus d'enseignants par élève. Donc on a un gros problème d'efficacité de la dépense de ce point de vue-là, dans la capacité de mettre la dépense là où on veut qu'elle soit mise par rapport à des finalités définies. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'allocation qui est déterminée par l'histoire, le mode de gestion qui n'est pas très efficace. Et ça ne va pas. Hein, parce que ça, si on veut avoir une dépense publique qui répond à des objectifs, il faut qu'effectivement on mette les ressources face aux objectifs. Deuxième point qui est important à voir, c'est que si on dépense beaucoup, c'est aussi parce qu'on a traité par la dépense publique des problèmes qui ne relèvent pas de la dépense publique, mais d'un meilleur fonctionnement de l'économie. L'exemple qui est dans l'actualité, c'est l'exemple du logement. Sur le logement, on dépense 45 milliards. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup plus que la plupart des pays pour une situation qui n'est pas satisfaisante. Parce qu'on a un marché du logement qui fonctionne mal, on a un marché locatif qui fonctionne mal, le marché locatif privé fonctionne très mal, on a un système de logement social qui couvre large en termes de catégories de population qui y ont accès, mais qui du coup a tendance à exclure des catégories qui en ont le plus besoin, les difficultés d'accès à logement social. Et donc on met là-dessus, on met de l'argent public pour essayer de corriger le fait que le système fonctionne mal. De la même manière qu'on met de l'argent public sur le marché du travail ou qu'on met de l'argent public sur l'innovation. Donc on a beaucoup de dépenses d'intervention qui sont des dépenses palliatives qui essaient de remédier au fait que fondamentalement notre économie fonctionne mal. Voilà. Alors sur la question de l'investissement qui a été posée, je crois qu'il faut bien dire que la France n'est pas un pays qui souffre quantitativement d'une faiblesse de l'investissement public au sens comptable. L'Allemagne a 1 point d'investissement public, 1 point de PIB d'investissement public de moins que nous. C'est-à-dire même plus d'1 point, 1,5 point, c'est-à-dire à peu près 30 milliards. Bon. Donc on ne souffre pas, de ce point de vue-là, d'une faiblesse de l'investissement public. L'investissement public a un petit peu baissé en France, mais beaucoup moins que dans beaucoup d'autres pays. En revanche, on souffre d'une insuffisance de la démarche d'investissement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la démarche d'investissement, ça consiste à se dire qu'est-ce qu'on peut dépenser aujourd'hui pour avoir des effets durables demain, de manière pérenne, parce qu'on va changer la manière de faire, changer le mode d'organisation. Ça peut être de l'investissement dans des équipements, ça peut être de l'investissement dans de la formation, ça peut être de l'investissement dans de l'organisation. Hein, c'est une démarche, ce n'est pas une catégorie comptable, l'investissement, c'est une démarche économique. Et cette démarche économique, elle est très peu favorisée dans la sphère publique. Parce que notre système comptable ne le favorise pas, parce que l'annualité budgétaire ne le favorise pas, et donc on a tendance à ne pas faire un certain nombre d'investissements qui pourraient nous apporter des effets importants en termes de réduction
de la dépense ou d'augmentation de l'efficacité de la dépense. Du coup, quand la mission que j'ai eue, parce que c'était à ça que faisait allusion Guillaume Duval, j'ai eu une mission là cet été sur le plan d'investissement public, et je me suis aperçu que cette démarche était très peu présente dans les ministères. C'est-à-dire que quand on allait voir les responsables des ministères, on leur disait « mais si vous aviez la possibilité d'investir aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez ?» En fait, ils ont très peu de projets en stock, parce que la manière dont on gère le budget, c'est que chaque année, on leur dit, vous allez avoir tant de crédits en moins là-dessus et tant de crédits en moins là-dessus. Donc on rabote et on essaie de s'ajuster à ça. On n'est pas du tout dans une démarche en se disant, comment je fais les choses mieux à horizon de 3 ans ou à horizon de 5 ans, et sur quoi je vais investir pour y arriver. Et du coup, ce que j'ai proposé, ce qui a été retenu, c'est de dire, on va faire un fonds de transformation de l'action, ce qui s'est appelé un fonds de transformation de l'action publique, si vous voulez, une espèce de banque de l'État. C'est-à-dire qu'il va dire, si vous avez des projets qui sont des projets qui permettent d'augmenter l'efficacité de la dépense publique, qui permettent de réduire la dépense publique, eh bien ces projets, on va pouvoir vous les financer. On va pouvoir vous les financer à l'intérieur de la sphère publique en faisant une expertise sur quelle est la dépense que vous voulez faire et pour quels objectifs. Et du coup, à horizon de 3 ans ou de 5 ans, eh bien ce projet doit se rembourser. Ce projet doit déboucher sur une baisse de la dépense publique pérenne qui rembourse l'investissement. Et du coup, d'avoir une logique qui soit plus orientée vers la transformation et moins vers la reproduction de l'existant. Voilà, je crois que je vais arrêter là en disant, sur un dernier point, je pense que quand on se dit, est-ce que c'est important ce chiffre de 56% ou 57%, est-ce qu'il est important au fond? Est-ce que c'est pas si grave? Je crois que c'est vrai, ce qui a été dit, que le déficit permanent des comptes publics, c'est un indicateur du fait que notre consentement à l'impôt ou consentement au prélèvement n'est pas à la hauteur de notre appétit pour la dépense. Ce que nous dit la Suède, ou les pays scandinaves, c'est qu'ils ont un appétit pour la dépense élevé, ils ont un consentement à l'impôt élevé. Nous avons un consentement à l'impôt plus faible. Et le consentement au prélèvement est plus faible, en partie parce que, d'abord peut-être parce qu'on est contradictoire, mais en partie aussi parce que notre système de prélèvement est très peu lisible. Et donc aujourd'hui, quand les Français payent des contributions de diverses manières, ils ne se disent pas « je paye pour la santé, je paye pour l'éducation, je paye pour la retraite ». Ils ont l'impression que c'est un ensemble de prélèvements complètement illisibles, dans lequel ils ne savent pas ce qui va à quoi, et dans lesquels, du coup, ils n'ont pas l'attitude de se dire, au fond, c'est par rapport à des services dont moi-même je vais avoir l'usage, ou dont mes enfants vont avoir l'usage, ou dont les gens dont je me sens solidaire vont avoir l'usage. Ils ont l'impression qu'ils payent dans une espèce de tonneau général dont ils ne comprennent pas comment il fonctionne et dont ils pensent qu'ils, du coup, ont toutes les raisons d'essayer de ne pas y participer. Et l'attitude qu'il y a aujourd'hui par rapport aux prélèvements sociaux, peut-être plus même que par rapport à la fiscalité elle-même, témoigne de ça, et je crois témoigne d'une grave crise de notre système de prélèvement et de notre vision de à quoi sert la sphère publique. Bien, merci beaucoup Jean. Donc, on vient de terminer un peu plus tard que prévu, comme d'habitude, ce premier tour de présentation. Donc beaucoup de questions me sont arrivées de la salle à travers le numéro qui doit s'afficher quelque part. Je vais peut-être commencer par vous en poser une, puisque M. Blanc, vous avez évoqué la question concernant les conseillers régionaux, mais c'est une question qui revient souvent dans le débat public, il faut la traiter. Si on veut baisser les dépenses publiques, est-ce qu'il ne faut pas commencer par baisser les indemnités des parlementaires, des ministres, des conseillers régionaux, etc., etc. Donc vous avez dit que c'était un axe que vous aviez suivi au niveau de la région. Est-ce que ça vous paraît une activité importante dans ce domaine? Oui, c'est un peu un sujet qui relève de la démagogie dans la manière de l'aborder. Quand on diminue de 10% l'indemnité du conseil régional, on envoie un signe. Est-ce qu'aujourd'hui, un conseiller régional, bon, je voudrais citer le cas de manière très, très générale, mais
On gère un budget de 4,5 milliards et l'indemnité pour un vice-président, elle est de l'ordre de 2 000 €. Est-ce que c'est excessif ou pas? Je ne le pense pas. Si vous comparez aux autres pays, à l'Allemagne, un conseiller dans un land allemand, il a une rémunération plus élevée. Donc, il ne faut pas faire de démagogie à ce sujet. En revanche, sur le nombre de parlementaires, est-ce que 577 députés, c'est trop? Oui, je crois que c'est trop. J'ai siégé 14 ans au Parlement, et je pense qu'à 300, on aurait sans doute fait un travail identique. On aurait peut-être même fait un peu moins de lois, ce qui aurait bien pesé sur la dépense publique, parce que toute loi entraîne la dépense publique. Mais je voudrais simplement, avec M. Pisani-Ferry, dire une chose. Pourquoi est-ce que je suis un tenant de la décentralisation? Parce que quand on décentralise sur une collectivité territoriale, on lui impose d'appliquer la règle d'or. On lui impose de ne pas faire de dette. Elle est obligée d'équilibrer ses comptes de fonctionnement. Et en ce sens-là, je crois qu'elle est beaucoup plus sourcilleuse sur l'utilisation des fonds publics. En revanche, c'est vrai que la dépense des collectivités territoriales a augmenté, mais elle a augmenté aussi parce qu'il y a eu un vaste mouvement de décentralisation. Et je voudrais dire aussi que la dépense, elle est sous contrainte de décision de l'État. La masse salariale, c'est l'État qui la décide. Le champ d'intervention de la collectivité, c'est l'État qui le décide. Et on est quand même sous tutelle d'une loi de finances. Jean, tu voulais réagir, je crois. Oui. Je pense que d'abord sur la question que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait que le point fonction publique s'applique à toutes les administrations, c'est-à-dire à l'État, au système hospitalier et aux collectivités territoriales. Est-ce que ça a une raison d'être? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est l'idée d'avoir une seule gestion de la masse salariale dans l'ensemble des fonctions publiques. Ça ne correspond pas à une réalité, ni du point de vue de qui sont ces effectifs, de leurs fonctions, ce sont des métiers qui sont différents, ce sont des contextes qui sont différents. Je pense que cette gestion absolument centralisée, qui en plus, effectivement, du point de vue des collectivités territoriales, l'État peut, vis-à-vis de ses propres agents, vouloir faire un geste ou bien au contraire les contraindre, parce qu'il a ses propres contraintes, et ça s'applique automatiquement à l'ensemble de la fonction publique au système hospitalier. Je pense que ça n'a pas de sens. Hein. Il faut sortir de ça. Donc il me semble qu'il faut, de ce point de vue-là, je vous rejoins sur la décentralisation. Il y a une responsabilité des collectivités territoriales et il faut qu'elles puissent l'exercer. Sur la question de la règle d'or, je suis d'accord que ça crée effectivement une obligation de financer la dépense par l'impôt. Le problème, c'est que, comme ce n'est pas lisible, effectivement, il me semble que l'économie politique des élus locaux ne fonctionne pas dans le sens de dire, au fond, qu'est-ce que vous payez et qu'est-ce que vous avez en face. Elle fonctionne trop sur le mode de la dépense, parce que le prélèvement est très très peu lisible aujourd'hui. C'est très compliqué, il y a trop de niveaux, etc. Donc on ne peut pas dire, voilà, je vois bien l'effort que vous faites, hein, mais il me semble que ce n'est pas lisible pour le citoyen. Et donc ça pose quelques problèmes. Quant à la règle d'or, ça favorise trop l'investissement matériel. Et il me semble que, comme disait Guillaume Duval tout à l'heure, aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines, prenons les compétences. Hein. Les compétences, je crois que un des investissements principaux qu'on doit faire aujourd'hui en France, c'est un investissement sur les compétences. Et ça ne fait pas partie de ce sur quoi on peut considérer qu'on le finance par l'endettement, parce que ce n'est pas un investissement au sens comptable. Un mot, oui. Merci, oui. Un mot sur la question de la décentralisation et du lien entre services et impôts payés. Il me semble que la France fait partie des pays qui ont, pour leur niveau de décentralisation des dépenses, un niveau de décentralisation des recettes qui est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'on a très peu de recettes locales. On va d'ailleurs avoir, avec les évolutions législatives en cours, encore moins de recettes locales. Et ça crée ce décalage qui n'est pas seulement un décalage de perception, on a aussi un décalage d'efficacité. Nous avons fait au département économique de l'OCDE des études à ce sujet qui montrent qu'on a de meilleures performances quand la décentralisation des dépenses s'accompagne d'une décentralisation des recettes. Tu voulais dire un mot, Wojtek? Oui, vas-y. Juste pour soutenir ce point, que effectivement la Suède est justement un exemple de pays où la quasi-totalité de l'État social s'est organisé
d'emblée à l'échelle décentralisée, à l'échelle locale, régionale pour la santé. Et c'est sûr que ça crée des possibilités inespérées de réorganiser l'emploi, de réorganiser les services, etc. Tout ça, ça fait participe du quotidien en fait du service, de l'État social suédois, et participe aussi de la légitimité des services ensuite. D'accord, donc il y a beaucoup d'autres questions qui arrivent, hein, qu'il faudrait qu'on essaye de traiter au moins pour certaines d'entre elles. Donc il y a une question assez simple, c'est si on veut baisser les dépenses publiques, est-ce que la priorité, c'est pas de baisser le nombre de fonctionnaires? Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Oui, quand on regarde la part que prend la masse salariale dans le budget de l'État, comme dans le budget des collectivités territoriales, la question est posée. Mais là encore, il faut l'aborder au regard du service que nous attendons. Et pour bien calibrer une masse salariale, il faut passer une commande et en face de la commande, mettre une masse salariale qui correspond à la commande. Et si on n'a pas d'indicateur, et si on évalue mal les politiques, on a l'impression que la masse salariale, c'est une fin en soi. Voilà. Cette connexion que l'on doit faire avec des indicateurs précis entre la masse salariale et le résultat du service, c'est la réponse à la question. Jean, tu as pris un micro, c'est pour intervenir là-dessus? Oui, je pense que la réponse, c'est oui de manière générale, mais il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse aussi par rapport à ce que c'est que la sphère publique. La sphère publique, c'est une organisation de services. Dans n'importe quelle institution aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise de service, on se pose des problèmes considérables sur l'impact du numérique, l'impact de l'intelligence artificielle. Ça va toucher la sphère publique aussi. Et donc, il me semble que la capacité de redéfinir la manière dont on organise cette fourniture de services, on parle de l'organisation des services publics de manière générale, on parle aussi de l'enseignement demain, on parle de la médecine. Donc, il me semble que ce qui est très important, c'est pas de simplement se dire il faut baisser le nombre de fonctionnaires, il faut se dire comment on veut organiser les choses demain. Aujourd'hui, est-ce qu'on veut que, aujourd'hui, quand vous allez chez le médecin, c'est le médecin qui vous prend la tension, par exemple? C'est absurde. Vous allez consommer le service de quelqu'un qui a 7 ans, 8 ans d'études, pour ne pas dire plus, et il vous prend la tension, ce qui est un acte qui peut parfaitement être fait par un personnel moins qualifié. Mais on est extrêmement rigide dans la définition de ce que font les uns et les autres. Alors c'est un tout petit exemple, mais imaginez avec le développement du numérique comment ça va transformer la santé. Qui ne touche pas l'emploi public en plus. Si. Ça touche l'emploi public quand c'est dans un contexte hospitalier. C'est vrai que ça touche la dépense publique et pas l'emploi public. Mais il me semble qu'il faut qu'on se pose, au-delà de la question du nombre de fonctionnaires traditionnels, il faut qu'on se pose la question de savoir comment ça va transformer assez profondément la sphère publique. Allez-y. Merci. Peut-être juste un mot. Oui, je pense que les débats gagnent, comme cela vient d'être fait, être regardé à l'échelle des prestations en général plus que du nombre de fonctionnaires, et notamment parce qu'il est important de garder dans le périmètre du débat les transferts, les dispositifs d'intervention qui ne font pas appel en tant que tel à de l'emploi public. Il me semble que l'exemple le plus frappant, c'est le logement, où on a des dépenses considérables. Une grande partie sont des dépenses d'intervention, sont des transferts, et quand même une fraction importante de ces transferts termine, comme elle se heurte de l'autre côté à une offre très rigide parce qu'il est extrêmement difficile de construire des nouvelles surfaces de logement dans ce pays, une grande partie termine in fine dans la rente foncière. Donc est-ce qu'on souhaite payer des impôts pour faire monter les prix du foncier? Probablement pas. Et donc c'est important, il me semble, de garder ce type de dépenses au cœur du débat, et c'est pour cela que le poser en termes de nombre de fonctionnaires, malheureusement, fait perdre une partie il est important de garder cette partie critique dans la discussion. Oui, simplement, je voudrais dire un mot sur le fond de cette question avant de passer à d'autres questions. Si on regarde les chiffres du coût du fonctionnement de l'État employeur-producteur, c'est-à-dire les salaires plus les consommations intermédiaires du secteur public, on se rend compte que la France est certes plutôt en haut des pays, mais qu'en fait, l'État employeur-producteur en France, il coûte à peu près aussi cher que dans les pays anglo-saxons,
C'est à peu près la même part du PIB qu'en Angleterre, qu'au Canada ou aux États-Unis. Il coûte beaucoup moins cher que dans les pays scandinaves où là cette part est beaucoup plus importante. Donc c'est 18% en France, mais c'est de l'ordre de 25% du PIB en France et c'est de l'ordre de 25% dans les pays scandinaves. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres pays où c'est plus faible. C'est souvent des pays qui n'ont pas d'armée, qui ont moins d'un certain nombre de fonctions. Mais en tout cas, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, on n'a pas un État qui est exceptionnellement grand, en particulier par rapport aux pays anglo-saxons. Mais simplement, il y a d'autres questions. Alors, baisser les dépenses publiques, est-ce que c'est pas simplement une manière de prendre de l'argent aux ménages pour le rendre aux actionnaires des entreprises? Donc, c'est une impression qu'on peut avoir par moment actuellement. Jean, tu veux répondre ou... Enfin, ça dépend de ce que l'on fait de l'autre côté, quelle est la contrepartie d'une réduction de la baisse de la dépense publique. Aujourd'hui, on a donc 56% de dépenses publiques, on a 3% de déficit, et le programme à moyen terme du gouvernement, le programme pour 5 ans du gouvernement, c'est de dire on baisse de 3 points la dépense publique. Ce n'est pas entièrement de l'effort structurel. D'ailleurs, il y a une partie qui vient de l'amélioration de la conjoncture, mais on a à peu près 2 points de structurel. Et on réduit le déficit public de 2 points à peu près, et on baisse le prélèvement de 1 point. Donc ça fait, si je raisonne en milliards, donc ça fait 60%, non pas de baisse de la dépense publique, on raisonne en ratio, mais je convertis ça en milliards, ça fait 60 milliards, ça fait 40 milliards pour la réduction du déficit, 20 milliards pour la réduction des prélèvements, et sur les 20 milliards pour la réduction des prélèvements, il y en a 10 qui va aux ménages et 10 qui va aux entreprises, en gros. Donc, et au revenu du capital. Donc l'équation n'est pas exactement celle-là. Quelqu'un d'autres interventions sur ce sujet ou non? Donc il y avait une autre question, c'était plusieurs d'entre vous ont parlé d'évaluation. C'est gentil de parler d'évaluation, mais comment on fait concrètement? Est-ce que vous avez des idées précises sur ce qu'il faudrait faire? C'est vrai qu'il y a l'exemple de la loi budgétaire aujourd'hui qui fixe déjà des objectifs, etc. On n'a pas l'impression que ce soit très efficace et que ça fait beaucoup progresser les choses par rapport aux pratiques antérieures. Quand même, la nouvelle présentation avec la LOLF a quand même profondément changé les choses. La Cour des comptes, d'ailleurs, le reconnaît. Comment est-ce qu'on s'y prend sur le plan pratique quand on gère un budget de 4 milliards et demi d'euros? D'abord, sur les 5 directeurs généraux adjoints, je crois que parfois il faut être très concret. Nous avons choisi un directeur qui est en charge de cela. Il est en charge de la modernisation de notre administration, notamment de l'utilisation du numérique, et il est en charge de l'évaluation des politiques. Et comment est-ce qu'on s'y prend? En second lieu, on travaille avec des conseils qui sont habitués à évaluer les politiques dans le secteur privé. Et je crois que les méthodes d'évaluation du privé, elles peuvent parfaitement être transposées sur le public dans certains domaines. Donc on s'est adjoint toute une série de conseils qui viennent de cabinets réputés de la place ou des cabinets nationaux, qui nous conseillent et qui nous accompagnent. Troisièmement, on travaille de manière très étroite avec le Conseil économique et social. C'est une des responsabilités du Conseil économique et social que de mettre en place des indicateurs et d'évaluer les politiques publiques. Et quatrièmement, on met en place en interne une formation très poussée pour que désormais les agents et nos collaborateurs acceptent d'être placés, entre guillemets, sous l'autorité de ces indicateurs. Et ça n'est pas très facile parce que ça n'est pas une habitude dans le fonctionnement des collectivités territoriales. Mais petit à petit, on y parvient. Et je le redis, à la fin de cette mandature, il n'y aura pas une politique publique de la région qui ne fera l'objet d'une évaluation et qui pourra être soumise aux critiques. Boris Cornette, je pense que l'OCDE a beaucoup travaillé sur ces questions aussi. Oui, il est certain que c'est
une question délicate, parce que souvent les objectifs sont multidimensionnels, parce qu'on ne dispose pas... avant de ça, il y a effectivement beaucoup d'expériences qu'on peut transposer du secteur privé, et c'est très bénéfique, notamment lorsqu'on est proche de la sphère marchande, plus lorsqu'on produit des services, par exemple, plus on s'en éloigne, plus on a des objectifs multidimensionnels qu'on ne peut pas vraiment pondérer entre eux, comme le marché permet de le faire avec des prix relatifs. Donc ça requiert d'avoir des tableaux d'indicateurs et aussi effectivement d'éviter la fixation sur des indicateurs particuliers. On peut le voir si on change un tout petit peu de sujet, on peut voir dans le débat macroéconomique les dégâts qui ont été occasionnés par la fixation sur le chiffre de déficit public des comptes publics, où on a eu, il est bon d'avoir une batterie large d'indicateurs lorsqu'on ne dispose pas du système de prix pour les agrégés, d'avoir une batterie large pour, lorsqu'elle est trop étroite, on a des comportements d'optimisation. C'est aussi quelque chose qui a été observé, que dont les Britanniques ont fait l'amère expérience dans le NHS, où ils ont justement été amenés à faire cette évolution-là, parce que ça produisait des comportements problématiques dans les hôpitaux, d'avoir des cibles définies de manière trop étroite. Peut-être une autre difficulté, peut-être encore plus profonde que celle-là, c'est aussi le délai d'impact. Et ici, le cas extrême, c'est bien sûr l'éducation. C'est-à-dire que si on a fait on a des études sur les effets de l'éducation sur la performance économique, qui sont évidemment cruciaux. Si on regarde par exemple la France, qui dans les indicateurs de l'OCDE, l'enquête PISA sur l'évaluation internationale des étudiants, la France se situe à peu près dans la médiane aujourd'hui. Si elle montait au milieu du milieu supérieur, donc elle passait de la médiane au 25e centile, donc quelque chose d'important, mais quand même qu'on peut imaginer atteignable pour un pays comme la France. Si elle fait ça, à terme, on peut espérer quelque chose comme 5% du PIB, mais quand je dis à terme, c'est vraiment à très long terme, parce qu'il faut que premièrement, que les jeunes perçoivent cette éducation, qu'ils entrent sur le marché du travail. Et ensuite, les vrais bénéfices se matérialisent, surtout dans le marché du travail moderne, à long terme. C'est pas tellement dans les premiers emplois que les bénéfices apparaissent, c'est plutôt dans la capacité d'évoluer dans les trajectoires professionnelles. Et donc, ce bénéfice de 5%, on l'obtient vers 2050-2060. Donc on a des horizons très difficiles, et donc on peut comprendre que l'économie politique de ce type de transformation soit très difficile. C'est compliqué d'investir à aussi long terme et d'évaluer à aussi long terme. Wojtek, tu voulais dire un mot là? Oui, enfin un exemple d'un autre ordre que les évaluations de l'SEDV, c'est les enquêtes parlementaires suédoises. Tous les 10 ans à peu près, le Parlement fait une enquête auprès de la population elle-même, où on pose tout simplement des questions. Est-ce que pensez-vous que le service de la petite enfance, le service public de la petite enfance offre une qualité des services suffisante pour tous les enfants en Suède, et pareil pour le service des personnes âgées, pareil pour la protection sociale des chômeurs, etc. Donc tous les 10 ans, ils comparent, on voit bien, ils mesurent, c'est un peu l'État lui-même qui mesure la confiance de la population dans les différents segments de la vie sociale. Et bon, on voit bien qu'elle a globalement la confiance reste élevée, qu'elle a baissé dans les années 90 et remonté dans beaucoup des secteurs, mais pas dans tous, dans les années 2000-2010. Donc c'est un exemple tout simple qui révoque aussi, quand vous parlez de l'évaluation, quels sont exactement les critères? Est-ce que c'est l'impact sur la croissance? Bon, c'est un peu plat comme évaluation. Est-ce que ça a un impact sur l'emploi? Donc là, typiquement, la confiance des citoyens dans les services, dans l'organisation des services publics est un indicateur qui est pas assez traité, pas assez utilisé, employé. Oui, je pense qu'en tout cas, pour le cas de la France, c'est vrai qu'on a une histoire de services publics et d'État qui est construit par les rois pour mater les nobles, qui a été ensuite établi par un général qui s'appelait Bonaparte pour gouverner le pays, et réétabli sur la dernière période par un autre général qui s'appelait le général de Gaulle. Ça donne un État qui sans doute a une tendance un peu particulière à être plus vertical et top-down, comme on dit de nos jours, que bottom-up et réactif à ce qui ne va pas.
Une autre question qui revient souvent, et bon, elle doit être traitée ailleurs dans les GECO, mais je vous la pose quand même parce qu'elle est liée au débat, c'est est-ce qu'on n'aurait pas moins de déficit et une meilleure acceptation des impôts et donc d'un niveau élevé de dépenses publiques s'il y avait moins d'évasion fiscale, s'il y avait moins de paradis fiscaux, si le système fiscal, à cause de ces paradis fiscaux, ne touchait pas davantage les pauvres que les riches, et tout ce genre de choses. Moi, je veux bien dire un mot sur ce point. Effectivement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Il me semble qu'il y a deux types de concurrence fiscale. Il y a une concurrence fiscale qui consiste à dire il y a des niveaux de dépenses publiques différents, il y a des niveaux de prélèvements différents, et les entreprises choisissent de s'installer en fonction de ce mix. Alors elles peuvent choisir de s'installer dans des pays où la fiscalité est basse, ou bien elles peuvent choisir de s'installer dans des pays où la fiscalité est plus élevée, mais le système de formation est meilleur, les universités sont mieux dotées, les infrastructures sont de meilleure qualité, etc. C'est une concurrence qui, moi, ne me pose pas de problème. Je pense qu'elle correspond au fait que les pays font des choix différents et c'est normal. Il y a une autre forme de concurrence fiscale qui consiste à dire on va avoir des activités dans les différents pays et puis on va localiser ces profits là où la fiscalité permet de ne pas payer d'impôts. Et ça, c'est une forme de concurrence fiscale qui crée de la distorsion, qui ne crée aucun bénéfice pour personne et sur laquelle les règles du jeu international doivent changer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'accepte plus que ces comportements d'optimisation et d'évasion conduisent les entreprises à ne pas payer d'impôts. Il y a eu la réaction de la Commission européenne sur l'affaire Apple et le deal avec l'Irlande et la condamnation au nom de la politique de la concurrence. Et je pense que c'était la première fois qu'on reconnaissait que c'était une distorsion de concurrence, donc c'était très important. Il y a les papiers qui viennent de sortir, là, les Paradise Papers. Et la réaction que ça suscite, ça va inévitablement susciter des réactions avec un certain nombre de textes qui doivent progresser pour fermer ces portes à ces comportements qui sont des comportements déloyaux. Donc il me semble qu'on peut parfaitement accepter qu'on est en économie ouverte, qu'on a des formes de concurrence entre nous, et refuser des formes de concurrence qui sont déloyales et qui créent des distorsions. Et je dois dire, à côté de Boris Cournette, oui, que l'OCDE a joué un rôle pionnier dans cette affaire. La mauvaise nouvelle, c'est que l'Union européenne a été lente à réagir, pour des raisons qui tiennent au fait que la fiscalité, c'est à l'unanimité. Et l'OCDE a joué un rôle pionnier en mettant en avant un certain nombre de réalités et en proposant des schémas qui permettent d'y remédier. Boris Cournette, oui. Oui, merci. C'est pas effectivement, dans votre département, mais l'OCDE a beaucoup bossé là-dessus. C'est l'OCDE et je crois que c'est vraiment un sujet sur lequel on peut être optimiste. Quand il y en a un comme ça, saisissons-le, parce que les choses évoluent vite. Des changements qui étaient presque inimaginables il y a 10 ans ont eu lieu cette année, notamment avec, je veux mettre en avant en premier l'échange automatique d'informations, le fait que maintenant l'essentiel des pays s'échangent automatiquement les informations fiscales à la vitesse de la lumière. C'est vraiment extraordinaire, c'est un changement fondamental parce que ça va permettre d'avancer très rapidement contre l'évasion fiscale. Ça permet même de repenser le système fiscal, parce qu'à partir de ce moment-là, si on peut mieux vérifier les revenus des personnes physiques, parce qu'in fine, tout impôt est un impôt sur une personne physique, l'impôt sur les sociétés, d'une certaine façon, un impôt intermédiaire qui pose énormément de problèmes. On va pouvoir progresser aussi sur cet échelon-là. Et c'est ce qu'on fait aussi avec les mesures contre l'optimisation de l'assiette fiscale et les mouvements de profit des entreprises. Mais ce qui est important, c'est cette articulation-là avec la taxation des personnes. Et on peut vraiment repenser en profondeur la taxation des revenus du capital. On peut vraiment maintenant l'intégrer tout à fait, parce que grâce à l'échange automatique d'informations, on peut aller le capter. Là, vraiment, c'est-à-dire que là, on a vraiment une synchronicité en plus qui est remarquable entre
entre les efforts de, disons, la sphère publique officielle, hein, l'OCDE, les gouvernements, et puis la prise de conscience de la société civile avec les différentes vagues qu'on voit de papers, hein, on avait, je sais plus comment, les Panama Papers, les Paradise Papers maintenant, qui se renforcent les uns les autres. Alors Olivier Vignat voulait revenir sur la question. Un point de clarification. Effectivement, depuis la fin des années 80, Ce sera malheureusement le mot de la fin de ce débat. Il y avait beaucoup de questions encore qui nous sont arrivées. Désolé pour ceux qui les ont posées, mais il y a d'autres débats dans les GECO qui permettront sans doute d'en poser certaines. Merci à vous et merci à tous nos intervenants.